À Versailles, personne ne frappait aux portes, personne, on grattait avec l'ongle du petit doigt. Et si vous frappiez, ne serait-ce qu'une seule fois, toute la cour savait que vous n'étiez pas des leurs. Mais ce n'est que le début. Dans le château le plus somptueux du monde, un noble n'avait pas le droit de s'asseoir, pas sans la permission du roi. Le simple fait de poser son corps sur la mauvaise chaise pouvait déclencher un scandale d'État. Des duchesses restaient debout pendant des heures, les jambes enflées, le dos brisé, parce que le protocole l'exigeait. Et le plus troublant, c'est que tout ça n'avait rien de fou. Chaque règle, chaque geste, chaque humiliation faisait partie d'un plan. Un plan conçu par un seul homme, Louis XIV, lui qui avait transformé les guerriers les plus puissants de France en figurants d'un spectacle permanent, lui qui avait inventé un système si redoutable que la noblesse entière s'est ruinée, volontairement, juste pour rester visible. Mais ce que personne ne raconte jamais, c'est que le roi lui-même est tombé dans son propre piège, et la cage dorée qu'il a construite pour les autres s'est refermée sur lui. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. La France, le Canada, la Belgique, la Suisse ou ailleurs dans le monde. Et si l'histoire cachée de la France vous passionne autant que moi, abonnez-vous. Chaque semaine, on déterre ensemble des vérités que les manuels scolaires n'ont jamais osé raconter. Maintenant, remontons le temps. Direction Versailles, un matin glacé de 1685. Le roi va se réveiller, et toute la France retient son souffle. Il est 8 heures du matin. Versailles est encore plongé dans une pénombre froide. Les couloirs de pierre, malgré les tapisseries et les dorures, gardent l'humidité de la nuit. Et pourtant, derrière les portes closes de la chambre royale, un homme dort déjà depuis des heures sous le regard d'un autre homme. Car oui, le roi de France ne dort jamais seul, pas au sens où vous l'imaginez. Chaque nuit, un valet de chambre dort au pied du lit royal, sur un lit de camp pliant. C'est son devoir, c'est son honneur, et c'est aussi sa prison. Ce valet ne peut pas bouger, ne peut pas tousser trop fort, ne peut pas quitter la pièce. Il est là pour veiller, et surtout, il est là pour un moment précis, celui où tout commence. À 8h15 exactement, ce valet s'approche du lit du roi et prononce une phrase que des générations entières ont répétée, matin après matin, pendant plus de 50 ans. « Sire, voilà l'heure. » Et à cet instant, la machine se met en marche. Ce qu'on appelle le grand lever n'est pas un simple réveil. C'est un spectacle, un rituel, une cérémonie politique déguisée en routine quotidienne. Et ce spectacle implique parfois jusqu'à 100 personnes. Oui, 100, qui vont défiler dans la chambre du roi selon un ordre d'entrée aussi strict qu'un protocole militaire. Le duc de Saint-Simon, l'un des chroniqueurs les plus précieux de cette époque, a décrit ce rituel dans ses mémoires avec une précision presque obsessionnelle, et ce qu'il raconte dépasse tout ce qu'on peut imaginer. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'entrée familière. Ce sont les premiers à entrer, les fils légitimés du roi, son médecin, son chirurgien, sa nourrice, si elle est encore en vie. Ce cercle intime est minuscule. Ensuite vient la grande entrée. Les grands officiers de la couronne, les gentilshommes de la chambre, puis la première entrée, les lecteurs du roi, l'intendant des menus plaisirs, celui qui organise les fêtes et les cérémonies.
Et après les entrées de la chambre, puis la 5e et la 6e entrée, chacune ouvrant la porte à un cercle un peu plus large, un peu moins prestigieux, 6 vagues humaines, 6 niveaux de proximité avec le corps du roi, et chaque matin, chaque courtisan sait exactement à quel groupe il appartient, et surtout à quel groupe il n'appartient pas, car c'est là que le système devient redoutable, être admis au petit lever, celui des premières entrées, plutôt qu'au grand lever, celui des entrées plus tardives, c'est un signe de faveur royale, c'est une monnaie, c'est un pouvoir, et cette faveur, elle se négocie, elle se marchande, elle se perd d'un jour à l'autre, parfois sans explication. Saint-Simon raconte des courtisans qui passaient des semaines entières à intriguer pour obtenir le droit d'entrer 5 minutes plus tôt dans la chambre du roi. 5 minutes, c'est tout. Mais ces 5 minutes pouvaient changer le cours d'une carrière, sceller une alliance ou détruire un rival. Et puis, il y a le moment le plus symbolique de tout le rituel, le moment de la chemise. Quand le roi est prêt à s'habiller, un courtisan lui tend sa chemise. Mais attention, pas n'importe quel courtisan. Le privilège de tendre la chemise revient au plus haut personnage, présent dans la pièce, à cet instant précis. Si c'est un duc, c'est le duc qui l'attend. Mais si un prince du sang entre dans la chambre à ce moment-là, le duc doit immédiatement céder la chemise au prince. Et si un fils du roi entre après le prince doit à son tour la remettre au fils du roi. La chemise passe de main en main, selon une hiérarchie invisible mais absolue, et tout le monde regarde, tout le monde note, tout le monde sait ce que ce geste signifie. Saint-Simon a écrit, avec une ironie à peine voilée, « Il n'y avait rien de si important à la cour que cette chemise. » Une chemise, un simple morceau de tissu, et pourtant, des hommes parmi les plus puissants de France se sont affrontés pour le droit de la toucher pendant 3 secondes. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est peut-être la révélation la plus importante de toute cette histoire. Rien de tout cela n'est absurde par accident. Rien n'est le fruit d'une vanité incontrôlée ou d'un caprice royal. Chaque geste, chaque entrée, chaque seconde de se lever a été pensé, conçu, calibré par un homme qui avait une raison très précise de transformer son réveil en cérémonie d'État. Et cette raison, elle remonte à l'enfance de Louis XIV. En 1648, le jeune Louis a 10 ans. La France est secouée par une guerre civile qu'on appellera la Fronde. Des nobles, des princes, des parlementaires se soulèvent contre le pouvoir royal. Le jeune roi et sa mère, Anne d'Autriche, sont contraints de fuir Paris en pleine nuit. Louis dort sur de la paille, dans des châteaux de fortune, protégé par une poignée de fidèles, pendant que des aristocrates, qui lui devaient obéissance, tentent de renverser sa couronne. Cette nuit-là a marqué Louis XIV à vie, il ne l'a jamais oublié, il ne l'a jamais pardonné. Et quand il a pris le pouvoir en 1661, à la mort du cardinal Mazarin, il a juré une chose, plus jamais la noblesse ne serait assez libre, assez unie, assez puissante pour menacer le trône. Plus jamais. Alors il a inventé Versailles, pas seulement un palais, pas seulement une résidence, un piège magnifique, doré, éblouissant, mais un piège quand même, en obligeant la noblesse à vivre à la cour, en codifiant chaque instant de la journée, en transformant les moindres gestes quotidiens en rituels hiérarchiques, Louis XIV a accompli quelque chose qu'aucune armée n'aurait pu faire. Il a transformé des guerriers en courtisans.
Il a remplacé les épées par des révérences. Il a remplacé les conspirations par des querelles de préséance. Et le lever du roi, ce rituel qui semble si absurde vu d'aujourd'hui, c'était l'arme la plus efficace de tout le système. Parce que chaque matin, chaque noble qui entrait dans cette chambre ne faisait pas seulement acte de présence, il faisait acte de soumission. Il reconnaissait, par son corps, par sa position, par son rang dans la file, que le roi était le centre de tout. Louis XIV n'a pas inventé l'étiquette par vanité. Il l'a inventée par peur, par intelligence et par une détermination froide, forgée dans la nuit de la Fronde, à ne plus jamais laisser quiconque oublier qui commande. Et ce n'était que le matin, car à Versailles, le contrôle ne s'arrêtait jamais. Il continuait à table, dans les couloirs, dans les salons, jusque dans les moments les plus intimes, et ce qui se passait au repas du roi était peut-être encore plus révélateur que ce qui se passait à son lever. Imaginez la scène, une salle immense, éclairée par des centaines de bougies, une table dressée avec de la vaisselle en or massif, des plats qui arrivent les uns après les autres, parfois 20, parfois 30, parfois 40 services différents pour un seul repas, des viandes, des gibiers, des poissons, des fruits, des pâtisseries, des entremets si élaborés qu'ils ressemblent à des œuvres d'art. Et au centre de tout ça, un seul homme mange, Louis XIV, seul à sa table, parfois avec la reine, mais le plus souvent seul. Et autour de lui, debout, des dizaines de courtisans regardent. C'est ce qu'on appelle le grand couvert, un repas public organisé chaque soir où le roi dîne devant sa cour comme un acteur dînerait devant son public. Les courtisans n'ont pas le droit de manger, ils n'ont pas le droit de s'asseoir, ils n'ont même pas le droit de parler, sauf si le roi leur adresse la parole. Ils sont là pour observer, pour être vus en train d'observer, et pour prouver, une fois de plus, que le roi est le centre du monde. Mais derrière ce spectacle grandiose, il y a une réalité que personne ne montre jamais. Les cuisines de Versailles sont situées à une distance considérable de la salle du grand couvert. Les plats doivent traverser des couloirs interminables portés par des serviteurs qui marchent en procession, et le protocole exige que chaque plat soit escorté, vérifié, présenté selon un ordre précis. Résultat, quand la nourriture arrive enfin devant le roi, elle est souvent tiède, parfois froide. Le monarque le plus puissant d'Europe mange des plats refroidis. Mais l'étiquette interdit de se plaindre et l'étiquette interdit de servir autrement. Et puis, il y a la question du siège. À Versailles, s'asseoir est un acte politique. Dans la France de Louis XIV, il existe une hiérarchie invisible mais absolue des assises. Tout en haut, le fauteuil à bras, réservé au roi et, dans certaines circonstances, à la reine. En dessous, la chaise à dossier pour les princes et les princesses du sang. Encore en dessous, le tabouret, un simple siège sans dossier, accordé aux duchesses et à quelques privilégiés. Et pour tous les autres, rien. On reste debout, pendant des heures, parfois pendant toute une soirée. La princesse palatine, Élisabeth Charlotte de Bavière, belle-sœur de Louis XIV, a décrit cette torture dans ses lettres avec une franchise qui détonne au milieu de la politesse versaillaise. Elle écrit « Il faut avoir des jambes de fer pour vivre à cette cour ». Elle raconte les douleurs de dos, les jambes gonflées, les femmes qui titubent de fatigue mais qui n'osent pas demander à s'asseoir, parce que demander
c'est avouer une faiblesse, et à Versailles, la faiblesse est un poison. Mais le plus fascinant, c'est que cette question du siège ne restait pas cantonnée à la cour. Elle devenait un outil diplomatique. Quand un ambassadeur étranger était reçu à Versailles, le type de siège qu'on lui offrait envoyait un message que toute l'Europe savait lire. Un fauteuil signifiait le respect entre égaux. Une chaise à dossier marquait une distance. Un tabouret était presque une insulte. Et ne rien offrir du tout, c'était une déclaration de mépris. Des négociations diplomatiques ont été retardées, parfois sabotées, à cause d'un siège. Des ambassadeurs ont refusé de s'asseoir sur le mauvais meuble. Des rapports ont été envoyés aux cours d'Europe entière pour décrire, avec une précision maniaque, sur quoi exactement tel ou tel dignitaire avait posé son corps en présence du roi Soleil. Un fauteuil, une chaise, un tabouret, des objets banals. Et pourtant, entre les murs de Versailles, il portait le poids des alliances et des ruptures. Mais il y a un paradoxe que l'étiquette ne pouvait pas masquer, un paradoxe inscrit dans le corps même du roi. Louis XIV, cet homme qui contrôlait chaque geste de sa cour, ne contrôlait pas son propre corps. Ses médecins, Fagon, Daquin, Vallot, ont tenu un journal détaillé de sa santé, et ce document, conservé dans les archives, révèle un homme ravagé par les maladies, des problèmes digestifs chroniques, des crises de gouttes qui le laissaient incapable de marcher, des maux de dents si violents qu'on lui a arraché une partie de la mâchoire supérieure et avec elle un morceau du palais, ce qui lui causait des difficultés pour manger en public. Et puis en 1685, l'épreuve la plus terrible, une fistule anale qui nécessite une opération chirurgicale, sans anesthésie. Le chirurgien Charles-François Félix pratique l'intervention avec un bistouri spécialement conçu pour l'occasion. La douleur est atroce, la convalescence est longue, mais le lendemain, le grand couvert a lieu. Le roi paraît, il mange devant sa cour, il ne montre rien. L'étiquette l'exige, et Louis XIV obéit à ses propres règles. C'est peut-être le premier signe de ce qui deviendra, au fil des décennies, la grande ironie de Versailles. Le roi qui a tout codifié, tout contrôlé, tout imposé, est aussi celui qui n'a aucun droit à la faiblesse, aucun droit à la douleur, aucun droit à l'humanité. Son corps souffre, mais le protocole ne souffre jamais. Et si le repas et le lever étaient les scènes les plus visibles de ce système, ce qui se passait dans les couloirs, derrière les portes, dans les recoins du château, révélait quelque chose d'encore plus troublant. Dans les couloirs de Versailles, on ne marche pas comme on veut. On ne marche même pas où on veut. Le centre du couloir est réservé au roi et à la famille royale. Les courtisans longent les murs. Ils rasent les tapisseries, ils frôlent les boiseries, ils s'effacent dans les angles. Et quand le roi apparaît au bout d'une galerie, tout s'arrête. Les hommes retirent leurs chapeaux, les femmes plongent dans une révérence. On baisse les yeux, on attend que le roi passe, et on ne reprend sa marche que lorsqu'il a disparu. Mais il y a plus étrange encore. Si ce n'est pas le roi qui passe, mais un plat destiné à sa table, un simple plateau porté par un serviteur en livrée. La même règle s'applique, on s'incline devant la nourriture du roi, parce que ce plat est un prolongement de sa personne. Il porte en lui la majesté royale, et à Versailles, la majesté royale ne se discute pas, même quand elle prend la forme d'un rôti de veau sur un plateau d'argent. Ce détail, qui semble presque comique aujourd'hui, révèle la profondeur du système.
L'étiquette de Versailles n'est pas une collection de règles arbitraires. C'est une religion du pouvoir où chaque geste est un acte de foi et où le roi est à la fois le dieu et le prêtre de son propre culte. Et cette religion s'étend jusqu'aux portes elles-mêmes. On l'a dit dans le hook de cette vidéo, mais il faut mesurer ce que cela signifiait vraiment au quotidien. À Versailles, on ne frappe jamais aux portes. On gratte avec l'ongle du petit doigt de la main gauche. Ce geste délicat, presque inaudible, est le signe de reconnaissance de ceux qui appartiennent au monde de la cour. Frapper, c'est ce que font les domestiques, les marchands, les gens de l'extérieur. Un courtisan qui frappe se trahit instantanément, et les témoignages de l'époque rapportent que certains nobles laissaient volontairement pousser l'ongle de leur petit doigt pour gratter avec plus d'élégance, un détail minuscule, mais qui dit tout sur l'obsession du paraître qui régnait entre ces murs. Le soir, le même système se reproduisait en miroir avec le grand coucher. Symétrique du lever, le coucher du roi était une cérémonie tout aussi codifiée, tout aussi peuplée, tout aussi politique. Le roi se déshabillait devant sa cour. On lui retirait ses vêtements selon un ordre précis. Et le moment culminant, c'était le bougeoir. Chaque soir, Louis XIV désignait un courtisan pour tenir le bougeoir royal, la chandelle qui éclairait les derniers instants de la journée du roi. Ce geste durait quelques secondes, mais ces quelques secondes valaient de l'or, parce que tenir le bougeoir, c'était être dans la lumière du roi, au sens le plus littéral du terme. C'était un signe de faveur que toute la cour observait, commentait, enviait. Saint-Simon décrit des hommes qui passaient la journée entière à intriguer, à flatter, à manœuvrer, tout ça pour obtenir le droit de tenir une chandelle pendant que le roi se mettait au lit. Des heures d'efforts, de calcul, de rivalité féroce, pour un privilège de quelques secondes. Et le lendemain, tout recommençait. Mais l'étiquette de Versailles ne se contentait pas de contrôler les gestes publics. Elle s'infiltrait dans les moments les plus intimes, les plus vulnérables, les plus sacrés de la vie humaine. Et rien ne l'illustre mieux que les naissances royales. Quand une reine, une dauphine ou une princesse de la famille royale accouchait, la chambre devait être ouverte. Le protocole exigeait des témoins, des princes, des princesses, des officiers de la couronne, des courtisans de haut rang. L'accouchement était un événement d'État, et un événement d'État ne pouvait pas se dérouler en privé. Il fallait des yeux pour garantir que l'enfant était bien né de la bonne mère, qu'il n'y avait pas de substitution, pas de tromperie. En 1707, quand la duchesse de Bourgogne, l'épouse du petit-fils de Louis XIV, a donné naissance à son premier fils, la chambre était si pleine de monde que l'air est devenu irrespirable. Des dizaines de personnes s'entassaient dans un espace confiné, dans la chaleur des bougies et des corps. La jeune femme suffoquait, elle peinait à respirer. Louis XIV lui-même, pourtant architecte de ce protocole, a dû ordonner qu'on ouvre les fenêtres en plein hiver pour éviter le pire. L'air glacé de décembre s'est engouffré dans la chambre pendant qu'une femme accouchait devant un public qu'elle n'avait pas choisi. Et c'est là qu'on touche au cœur de ce que Versailles représentait vraiment. Ce système, cette étiquette, ces règles qui couvraient chaque instant de la vie, du réveil au coucher, du repas à l'accouchement, n'avaient qu'un seul but, éliminer toute forme de vie privée. À Versailles, il n'existait aucun espace véritablement personnel. Les appartements des courtisans étaient pétés minuscules, souvent une ou deux pièces exiguës sous les combles. Les portes n'avaient pas de serrure fiable.
Les serviteurs allaient et venaient. Les conversations étaient écoutées, rapportées, analysées. Et c'était voulu, absolument, délibérément voulu. Louis XIV avait compris une chose fondamentale. Un noble qui se retire est un noble qui conspire. La Fronde lui avait enseigné que les complots naissent dans l'ombre, dans les châteaux éloignés, dans les provinces où le regard du roi ne porte pas. Alors il a fait en sorte que l'ombre n'existe plus, en forçant la noblesse à vivre sous ses yeux en permanence, dans un espace où chaque geste est visible et chaque absence est notée. Il a créé le système de surveillance le plus élégant de l'histoire. Pas de police secrète, pas de mouchards dans les murs, ou du moins, pas seulement. Non, le génie de Louis XIV, c'est d'avoir transformé les courtisans eux-mêmes en instruments de leur propre surveillance. Chacun observe l'autre, chacun rapporte sur l'autre, chacun guette la moindre faiblesse de l'autre pour en tirer avantage. L'étiquette de Versailles n'était pas un code de politesse, c'était un système de contrôle déguisé en élégance. Et le plus extraordinaire, c'est que ça a fonctionné. Pendant plus d'un demi-siècle, la noblesse française, la même noblesse qui avait levé des armées contre le roi pendant la Fronde, s'est soumise volontairement à ce système, sans jamais se révolter. Mais pour comprendre pourquoi, il faut entrer dans le mécanisme le plus subtil et le plus redoutable de tout le système versaillais, l'économie invisible de la faveur royale. À Versailles, il existait une monnaie plus précieuse que l'or, plus précieuse que les terres, les titres, les châteaux. Une monnaie invisible, impalpable, impossible à stocker. Et pourtant, toute la noblesse de France était prête à se ruiner pour l'obtenir. Cette monnaie, c'était la faveur du roi. La faveur, à la cour de Louis XIV, c'était tout. Un mot du roi pouvait transformer un obscur gentilhomme en homme de pouvoir. Un silence du roi pouvait anéantir une famille entière. Et entre ces deux extrêmes, il y avait un monde de nuances, un regard appuyé, un sourire fugace, une invitation à la promenade dans les jardins, que chaque courtisan passait sa vie entière à déchiffrer. Louis XIV le savait, et il en jouait avec une maîtrise qui relevait de l'art. Saint-Simon rapporte un épisode qui résume tout le système. Un courtisan s'était absenté de Versailles pendant quelques semaines, pour des raisons personnelles, peut-être une maladie, peut-être des affaires dans sa province. À son retour, quelqu'un a mentionné son nom devant le roi, et Louis XIV a répondu d'une voix parfaitement neutre: « C'est un homme que l'on ne voit jamais. » 7 mots, pas un reproche, pas une menace, pas un décret, juste une observation prononcée avec ce détachement glacial qui était la marque du roi. Mais ces 7 mots ont suffi. Le courtisan a compris, la cour a compris, tout le monde a compris. Cet homme était fini, pas exilé, pas emprisonné, pas exécuté, simplement effacé, invisible. Et à Versailles, l'invisibilité était la pire des condamnations. C'est pour cette raison que personne ne partait. Des nobles ruinés, écrasés de dettes, incapables de payer leurs tailleurs ou leurs serviteurs, restaient malgré tout à la cour. Ils préféraient la faillite financière à la mort politique, parce qu'un noble ruiné mais visible pouvait encore espérer une pension, une charge, un mariage avantageux pour ses enfants. Mais un noble absent, même riche, n'existait plus. Et Louis XIV entretenait cette mécanique avec une intelligence redoutable. Il ne distribuait jamais ses faveurs de manière équitable. Au contraire, il encourageait la rivalité.
Si un duc obtenait un honneur, le roi veillait à ce que son rival en soit informé, et à ce que ce rival brûle d'obtenir un honneur supérieur. Le résultat était une compétition permanente, féroce, épuisante, une course sans fin, où chacun surveillait l'autre, jalousait l'autre, cherchait à surpasser l'autre. Et pendant que la noblesse se battait entre elles pour un tabouret, un bougeoir ou une chemise, personne ne pensait à se battre contre le roi. Louis XIV a résumé cette philosophie dans ses mémoires, rédigés pour l'éducation de son fils. Il faut partager pour régner. Une phrase simple, mais derrière cette simplicité se cache l'une des stratégies politiques les plus brillantes de l'histoire de France. Et quand un courtisan oubliait les règles du jeu, la punition pouvait être spectaculaire. L'histoire du duc de Lauzun est peut-être la plus emblématique. Lauzun était un favori du roi, charmant, audacieux, brillant. Il avait obtenu un privilège inouï, la permission d'épouser la grande mademoiselle Anne-Marie-Louise d'Orléans, cousine germaine de Louis XIV et femme la plus riche de France. Un mariage qui aurait fait de Lauzun l'un des hommes les plus puissants du royaume. Mais la cour s'est révoltée. Les princes du sang, les grandes familles, les ministres, tous ont protesté. Un simple duc épouser une princesse du sang royal. C'était une offense à l'ordre établi. Et Louis XIV, sous la pression, a retiré sa permission. Du jour au lendemain, sans appel. Lauzun, furieux, humilié, aurait commis l'impensable. Il aurait brisé son épée devant le roi. Un geste de défi absolu dans un monde où chaque révérence est un acte d'obéissance. La réponse de Louis XIV a été immédiate et sans pitié. Lauzun a été arrêté et enfermé dans la forteresse de Pignerol, la même prison que le mystérieux masque de fer. Il y est resté 10 ans, 10 années dans l'obscurité, pour avoir oublié une seule seconde que la faveur donnée peut être reprise à tout instant. Cette histoire, la cour entière l'a retenue, et elle a produit exactement l'effet voulu. Plus personne n'a osé défier le système. Mais le prix de ce système ne se mesurait pas seulement en disgrâce spectaculaire. Il se mesurait aussi dans la ruine quotidienne, silencieuse, de centaines de familles. Vivre à Versailles coûtait une fortune. Les vêtements devaient être somptueux. Un seul habit de cour pouvait représenter l'équivalent de plusieurs années de revenus d'un petit domaine provincial. Les appartements, minuscules et insalubres, se louaient à des prix exorbitants. Le jeu, omniprésent à la cour, engloutissait des sommes colossales, et il fallait offrir des cadeaux, entretenir des serviteurs, paraître généreux, toujours paraître. Des familles parmi les plus anciennes de France se sont endettées jusqu'à la ruine pour maintenir cette illusion. Certaines ont vendu leurs terres, hypothéqué leurs châteaux, emprunté à des taux usuraires, tout ça pour ne pas quitter Versailles, tout ça pour rester dans la lumière. Et pendant ce temps, derrière les dorures, la réalité physique du château racontait une toute autre histoire. La princesse palatine, toujours aussi franche, a laissé dans ses lettres des descriptions qui contrastent violemment avec l'image de splendeur. Les couloirs puaient, les latrines étaient insuffisantes pour les milliers de personnes qui vivaient dans le château. Des courtisans se soulageaient dans les escaliers, dans les recoins, parfois même dans les jardins. La Palatine a écrit cette phrase devenue célèbre: « Versailles est le rendez-vous de toutes les puanteurs du monde. D'un côté, le château le plus somptueux jamais construit. De l'autre, un lieu où l'on étouffe, où l'on se ruine,
où l'on vit dans la promiscuité et les odeurs, mais d'où personne ne veut partir, parce que partir, c'est disparaître, et à Versailles, disparaître, c'est mourir. Voilà le piège parfait, un piège doré, parfumé, éblouissant, mais un piège quand même. Et maintenant, il est temps de poser la question que personne ne pose jamais. Celui qui a construit ce piège, le roi lui-même, a-t-il réussi à y échapper? On a vu le système, on a vu les règles, les rituels, les absurdités, les humiliations dorées. On a vu comment Louis XIV a transformé la noblesse la plus rebelle d'Europe en une armée de courtisans dociles, obsédés par un bougeoir, une chemise, un tabouret. Mais il reste une vérité que les manuels d'histoire n'enseignent presque jamais. Louis XIV était le premier prisonnier de son propre système. Saint-Simon, qui l'a observé pendant des décennies, a noté quelque chose de stupéfiant. Le roi suivait son emploi du temps avec une régularité si absolue, si mécanique, qu'on pouvait, selon ses propres mots, régler sa montre sur ses gestes. Chaque jour, la même heure pour le lever, la même heure pour la messe, la même heure pour le conseil, la même heure pour la promenade dans les jardins, la même heure pour le souper, la même heure pour le coucher. Pendant plus de 50 ans, Louis XIV n'a jamais dévié de cette routine. Pas un jour de repos, pas un matin où il pouvait décider de rester au lit, pas une soirée où il pouvait choisir de dîner seul, en silence, sans le regard de 100 personnes posées sur lui. Le roi qui contrôlait tout ne contrôlait pas sa propre vie. Et quand le malheur a frappé, l'étiquette n'a fait aucune exception. Entre 1711 et 1712, la mort a traversé Versailles comme une tempête. En avril 1711, le grand dauphin, le fils de Louis XIV, son héritier direct, est emporté par la variole. Le roi perd son fils. Quelques mois plus tard, en février 1712, c'est le duc de Bourgogne, son petit-fils, qui meurt à son tour. 6 jours après, la duchesse de Bourgogne, Marie-Adélaïde de Savoie, cette jeune femme brillante et vivante que Louis XIV adorait comme sa propre fille, s'éteint elle aussi. Et quelques semaines plus tard, leur fils aîné, le petit duc de Bretagne, les suit dans la tombe. En l'espace de 11 mois, Louis XIV a perdu 3 générations de sa famille. Son fils, son petit-fils, sa petite belle-fille, son arrière-petit-fils. La lignée royale, si soigneusement construite, s'est effondrée comme un château de cartes. Le roi avait 73 ans. Il était dévasté. Madame de Maintenon, sa seconde épouse secrète, a écrit dans une lettre qu'elle l'a vu pleurer en privé. Un homme brisé, vieilli, seul dans ses appartements, le visage défait par un chagrin qu'aucun mot ne pouvait consoler. Mais le lendemain, le grand couvert a eu lieu, le lever a eu lieu, le coucher a eu lieu. Le roi a paru, il a mangé devant sa cour, il a souri, il a distribué les honneurs, il a joué son rôle parce que le rôle ne s'arrête jamais. L'étiquette de Versailles ne connaît ni le deuil ni la fatigue. Elle ne connaît que le spectacle. Et puis sont venus les derniers jours. En août 1715, Louis XIV sent que la fin approche. La gangrène ronge sa jambe gauche. Ses médecins sont impuissants. La douleur est constante, atroce. Et le roi le sait, il va mourir. Mais même face à la mort, il reste le metteur en scène de sa propre existence. Il organise ses adieux comme un dernier acte. Il convoque les courtisans. Il fait venir les princes. Il reçoit les sacrements avec une solennité calculée. Et surtout, il fait appeler son arrière-petit-fils, le petit Louis, futur Louis XV, âgé de 5 ans à peine.
L'enfant est amené devant le lit du vieillard mourant, et Louis XIV lui dit ces mots, rapportés par plusieurs témoins: « Mignon, vous allez être un grand roi. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments ni pour la guerre. Tâchez de soulager vos peuples, ce que je suis assez malheureux pour n'avoir pu faire. » Cette phrase est peut-être la plus honnête que Louis XIV ait jamais prononcée. Au seuil de la mort, le roi Soleil reconnaît ses erreurs, pas devant un confesseur, pas dans un journal intime, devant un enfant de 5 ans qui ne comprend probablement pas un mot de ce qu'il entend. Mais le roi parle quand même, parce que même ses derniers mots sont une mise en scène. Même son aveu est un spectacle. Le 1er septembre 1715, Louis XIV meurt. Il avait 76 ans. Il avait régné 72 ans, le plus long règne de l'histoire de France. Et il est mort comme il a vécu, en public, entouré de courtisans, selon le protocole, sous le regard de ceux qu'il avait passé sa vie à contrôler. La suite, on la connaît. Le régent, Philippe d'Orléans, a quitté Versailles presque immédiatement pour s'installer à Paris. La cour a respiré. Les règles se sont assouplies, un peu, mais l'étiquette n'a pas disparu. Louis XV l'a reprise, Louis XVI l'a héritée, et elle a survécu, presque intacte, jusqu'à ce jour d'octobre 1789, où une foule affamée a marché sur Versailles pour en finir. Ce que les révolutionnaires ont détruit ce jour-là, ce n'était pas seulement une monarchie, c'était un monde où la dignité humaine était sacrifiée sur l'autel du pouvoir, un monde où un homme décidait qui avait le droit de s'asseoir, qui avait le droit de manger, qui avait le droit d'exister. En forçant Louis XVI et Marie-Antoinette à quitter Versailles, la foule n'est pas seulement venue chercher du pain, elle est venue mettre fin à un système où la vie entière d'un être humain pouvait dépendre du regard d'un seul homme. Mais voici la question qui reste, et c'est peut-être la plus troublante de toutes. Ce système a-t-il vraiment disparu? Les cours modernes du pouvoir, politique, économique, médiatique, ne fonctionnent-elles pas selon les mêmes logiques? La faveur, la visibilité, la mise en scène, l'obsession du paraître, ne sont-elles pas les héritières directes de ce que Louis XIV a inventé entre ses murs? Louis XIV a voulu construire un palais où tout le monde le regarderait. Il a réussi, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que 3 siècles plus tard, c'est nous qui le regardons. Et ce que nous voyons, au-delà des ors et des miroirs, c'est un homme qui a passé sa vie entière à jouer un rôle sans jamais pouvoir quitter la scène, et peut-être que la leçon la plus troublante de Versailles, c'est celle-ci. Le pouvoir absolu n'est pas la liberté, c'en est le contraire,